Eh bien, on va démarrer. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette plénière du CIDO Paris 2022, dont je rappelle le titre « Nouvelles frontières et technologies ». Alors, il va y avoir un déroulé en deux parties. Une première partie, donc 1 heure de discussion avec mes invités et moi-même. Et puis, on va enchaîner une deuxième partie d'1 quart d'heure de questions-réponses avec vous, le public. Et là, je compte sur vous. Alors, permettez-moi. Ça remarche? Voilà. Permettez-moi de présenter mes invités à la manière d'une technopoète, en référence à Pierre Teilhard de Chardin. Donc, Pierre Teilhard de Chardin était un philosophe, un scientifique, et il a classé les individus en 3 catégories. Tout d'abord, les fatigués, les pessimistes. Pourquoi la science? Pourquoi la machine? Il vaudrait mieux être moins qu'être plus, et que le mieux serait de ne pas être du tout. Ensuite, les jouisseurs, les jouisseuses, les bons vivants. C'est se remplir de l'instant présent, jouir de chaque moment et de chaque chose, jalousement, sans en rien laisser perdre. Pour et sur l'avenir, on ne risque rien. Et enfin, les ardents, les ardentes. Vivre est une ascension et une découverte. Il vaut mieux être que de ne pas être, mais encore, il est toujours possible et uniquement intéressant de devenir plus. Voilà, mes invités de ce soir, vous l'aurez compris, font partie de cette 3e catégorie, celle des ardentes. Elles ont l'élan vers l'avenir. Et il en faut de l'élan pour dépasser les frontières bien établies, les frontières technologiques, les frontières de la connaissance. Alors, sans plus attendre, voici le portrait de mes invités. Alors, on va commencer par Sarah. Sarah Tucci Piergiovanni. Des études brillantes à l'Université de Rome, la Sapienza, Master of Science, suivi d'une thèse en ingénierie informatique. Vous êtes actuellement chef du laboratoire Système d'information de confiance, intelligent et auto-organisant, coordinatrice du programme Blockchain au sein du CEA List, qui est un des 3 instituts du CEA, aux côtés du CEA Liten et CEA Leti. Sarah, bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invitée. Et je confirme. Hélène Wébé-Alloz, diplômée de Centrale Supélec, titulaire d'un doctorat en physique des semi-conducteurs. Alors, en tant que directrice du département technologie pour les capteurs optiques à ST Microélectronique sur le site de Crolles à Grenoble, pas loin de chez moi, vous avez en charge du développement de technologies différenciées et d'architecture de pixels innovantes, depuis leur conception jusqu'à leur industrialisation. Et vous avez reçu en 2021 le trophée Femmes de l'industrie en recherche et développement décerné par l'usine Nouvelle. Hélène, bonsoir. Bonsoir. Hop là. Julie Duclerc, diplômée de Centrale Supélec, pareil. Spécialisation en radiocommunication. Après un parcours riche et dense dans l'industrie pour des grands noms, Intel, Infineon, Motorola, NXP, Texas Instruments, j'en passe, vous fondez en décembre 2018, avec 2 acolytes, la société Turnwaves, qui dispose d'une technologie de rupture capable de démultiplier les capacités actuelles de l'Internet des objets, et vos ambitions sont mondiales. Depuis 2021, vous en êtes la CIO, président, directeur général. Julie, bonsoir. Bonsoir et merci.
Catherine Tessier, diplômée de l'ENSICA, ingénieure en construction aéronautique, thèse de doctorat de l'ENSAE, spécialité automatique. Donc vous êtes directrice de recherche à l'ONERA, à Toulouse, référente intégrité de la recherche et éthique en IA de l'ONERA. Alors très investie dans l'éthique du numérique, vous faites partie de nombreux groupes d'experts, dont celui de l'UNESCO, en vue de l'élaboration d'un instrument sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Et vous avez publié, donc, il y a 1 an jour pour jour, un document qui a fait date, Recommandations sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Catherine, bonsoir. Fadwa Soubé, titulaire d'un doctorat en physique. Alors je le lis parce que là c'est des plasmas de l'université Paris-Saclay, du laboratoire de physique des milieux ionisés de l'école polytechnique. Devenue banquière d'affaires, vous êtes une experte reconnue dans le domaine du capital risque et du financement de l'innovation. Alors, investissement direct en early stage, conseil aux investisseurs en private equity, opération cross-border avec la Chine. Donc, vous êtes présidente et fondatrice de Sovereignty et VP du pôle de compétitivité systématique. Fadwa, bonsoir. Alors, donc, nous venons de dresser le portrait de 5 femmes scientifiques et technologues, le portrait de 5 ardentes qui, par leur parcours, ont réussi à repousser leurs propres limites et par là même les frontières de la science. Alors, je vous propose de démarrer dans le dur, de prendre la mesure de vos efforts pour franchir de nouvelles barrières technologiques. Donc, je veux en savoir plus. Alors, je vais m'adresser à Julie pour commencer. Donc, votre toute jeune société Ternwave, donc basée à Toulouse, est très prometteuse. Vous avez reçu récemment le trophée Innovation, reçu par la ministre des Armées lors de l'inauguration du salon Eurosatori. C'est là que je vous ai connu. Avec votre technologie Golden Modulation, le champ des possibles ouvert et renversant, vous désintégrez les frontières. Mais comment ça marche ? Alors, c'est un sujet où il y a beaucoup de monde, parce que, comme a dit Monsieur Faure juste avant, le pouvoir est dans la data. Après, on peut le traiter avec de l'intelligence artificielle, mais d'abord, le pouvoir est vraiment dans cette data. Donc, on voit tous les gros groupes, que ce soit Amazon aux US, SpaceX, ou en Chine, Alibaba, Tencent, qui sont lancés dans des réseaux IoT. Et ils sont tous partis avec une technologie américaine qui s'appelle LoRa. Et ils ont une problématique, c'est que dès qu'il y a trop d'objets qui se connectent, ça crée des collisions au moment des émissions et le réseau s'effondre. Et nous, c'est ce qu'on lève, c'est-à-dire qu'on peut avoir une multitude d'objets qui émettent exactement au même moment dans la même bande de fréquence. On va récupérer les datas de tous les objets. Donc c'est le premier verrou que l'on lève, c'est la capacité des réseaux. Et juste pour donner un exemple, parce qu'on entend parler beaucoup du New Space et de la connectivité globale avec des constellations satellitaires. SpaceX a fait une acquisition il y a 1 an d'une société justement pour faire l'IoT satellitaire, et ils utilisent cette fameuse technologie américaine LoRa. Avec notre technologie, on peut supporter par satellite 300 fois plus d'objets. Et l'enjeu derrière, c'est que si vous pouvez supporter 300 fois plus d'objets par satellite, vous pouvez facturer, donc multiplier votre revenu par 300. Donc c'est un enjeu majeur de compétitivité pour tous les opérateurs de réseau. Côté défense, on peut mettre un certain nombre de capteurs qui communiquent de temps en temps et effondrer le réseau de SpaceX typiquement. Donc il y a des gros intérêts majeurs au niveau du civil. Si on peut supporter 300 fois plus d'objets, on va pouvoir du coup diminuer drastiquement le coût de la data satellitaire. Et en gros, tous les verticaux avec qui on discute, ils disent voilà, la data satellitaire aujourd'hui c'est 100 fois trop cher. Tout d'un coup, vous allez enabler un nombre massif d'applications. Donc avec vous, l'IoT satellite est maintenant débloqué. Voilà. Donc on a pas mal de projets avec déjà 3 opérateurs. On a commencé par les Frenchies.
Et là, on Souveraineté, démarre. souveraineté, hein, rappelez-vous, Monsieur Faure. Mais par contre, l'objectif, c'est d'avoir une technologie qui est mondiale. C'est-à-dire que SpaceX doit être notre client. On le rencontre demain, justement. Ok, eh ben, écoutez, très bien. Toujours dans le dur, donc Hélène, dans le paysage de la technologie, vous balisez votre trajectoire pour atteindre des sommets. Vous avez déposé avec vos équipes plusieurs brevets dans les capteurs optiques, des architectures complexes d'imageurs CMOS. Donc maintenant, c'est désormais une technologie qui est vue comme une commodité en fait dans les iPhones. Donc maintenant que vous êtes au sommet là, que voyez-vous d'autres balises à l'horizon, d'autres challenges, d'autres frontières? Alors, dans le domaine des semi-conducteurs, et je pense que beaucoup de gens dans la salle le connaissent bien, la frontière principale est celle de l'infiniment petit. Hein, c'est vraiment aller à la course au plus petit. Dans ce marché-là, la stratégie qui a vraiment mené le développement a été pendant de très nombreuses années la loi de Moore. C'est-à-dire, qui consiste à dire tous les 2 ou 3 ans, on va diviser par racine de 2 la plus petite dimension qu'on sait imprimer sur un circuit électronique. Et donc, le circuit va être 2 fois plus performant au global. Cette loi-là, elle nous a amenés vers le plus petit, et puis elle finit par se heurter quand même à 2 choses principales, qui sont d'une part les lois de la physique et de l'optique notamment, puisque la diffraction, quand on arrive dans du tout petit, la loi de la diffraction, c'est qu'on va commencer à avoir des effets de flou de l'ordre de la longueur d'onde divisée par 4, et on ne saura pas imprimer des motifs plus petits que cela. Donc ça, c'est la loi de... On se heurte un peu à la physique. Et le deuxième heurt, c'est les investissements massifs que ça représente. Parce que quand on veut aller vers faire du plus petit, il faut que les équipements deviennent de plus en plus performants, et ça devient des investissements qui deviennent vraiment extrêmement lourds. Donc aujourd'hui, au niveau des capteurs optiques et dans ST en général, on est vraiment allé vers le more than more, c'est-à-dire cette course vers le plus petit, on s'en est un petit peu éloigné en disant prenons déjà des technologies qui existent, qui sont matures, et développons dans ces technologies-là ce dont nos clients ont besoin. Et notre stratégie, c'est vraiment d'être à l'écoute des besoins, donc dans les capteurs optiques que je connais bien, qu'est-ce que veut le client. Généralement, il veut plus de sensibilité aux photons, mais il veut aussi des applications très particulières. Ils veulent de la rapidité, ils veulent de la détection dans des domaines de longueur d'onde qui vont être très sûrs pour l'environnement de l'œil humain, par exemple. Donc, on va aller chercher de l'infrarouge. Donc, pour accompagner ces besoins de clients, on va rajouter des briques technologiques très innovantes dans des technologies matures. Et c'est ce qu'on appelle vraiment la diversification, la différenciation. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'aller chercher des produits qui sont vraiment à la rencontre des besoins de nos clients et qui font les succès de ces dernières années. Alors j'ai bien retenu la more than more, ça c'est... Non, mais c'est plus un slogan, hein. Là ça sonne comme un slogan. Alors non seulement les imageurs que vos clients vous demandent de capter des images, mais pas que finalement, ils vous demandent aussi de capter un contexte, encore des frontières qui sont repoussées, hein. C'est comme ça que... Oui, tout à fait. Aujourd'hui, les applications des capteurs d'images, c'est bien plus que prendre une photo, c'est vraiment assister la décision de la personne qui va être utilisatrice d'un capteur d'image. Ça va être par exemple de la protection. Reconnaître le visage de l'utilisateur, c'est protéger ses données, hein, les données si précieuses dont on veut garder quand même notre vie privée. Ça va être sécuriser nos environnements mobiles comme les voitures. Ça va être également les rendre plus intelligents pour consommer moins. Donc l'efficacité énergétique, tout ça c'est ce à quoi nos capteurs optiques aujourd'hui servent, au-delà de la prise de jolies photos de vacances. Voilà, donc on comprend mieux tout ce que vous repoussez comme frontière. Sarah, donc reconnue au niveau mondial sur la blockchain, vous avez participé donc en tant qu'experte au rapport sur la blockchain pour le gouvernement français. Alors en quoi consistent ces percées technologiques
décisive franchie dans le domaine de la blockchain. Et moi, il y a un aspect qui m'intéresse plus particulièrement, c'est dans l'aspect de la blockchain verte. Voilà, quel prochain défi? Oui, donc effectivement, en fait, en tout cas, au CEA, on a commencé à travailler à la blockchain assez tard, parce que la blockchain est née avec Bitcoin en 2008. Donc, c'était pour la cryptocurrency. Donc, nous, on nous intéressait à ça plus tard. Les industriels sont venus nous voir en disant, oh là là, il y a une technologie incroyable, il y a des opportunités. Il faut qu'on soit par contre sûr de pouvoir l'utiliser et comment l'utiliser. Et le gros problème, c'est que vous savez très bien que Bitcoin, elle a quand même une aura assez négative. D'une part parce que il y a une consommation énergétique assez conséquente. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, pour valider une transaction dans Bitcoin, c'est une consommation énergétique et c'est équivalent en fait à un foyer de 4 personnes en France pendant un mois. Donc c'est une seule transaction. Donc voilà, ça donne un peu l'idée. Et donc les industriels viennent nous voir. Nous, on veut travailler sur cette technologie, avec ces technologies de validation en fait, d'informations. Et donc surtout sur des use cases, genre des supply chains, où en fait on n'a pas une autorité centrale, comme une banque par exemple, pour tout ce qui sont les échanges financiers. Donc pouvoir de manière décentralisée échanger, valider des informations. Donc notre premier défi, c'était de voir comment réduire déjà la consommation de Bitcoin, c'est-à-dire comment développer, sécuriser une alternative à ce protocole-là. C'est des protocoles en fait de validation de données pour qu'on puisse l'utiliser aussi dans un usage industriel. Donc, et en fait, on a sécurisé un certain nombre de protocoles. Et là, on a réduit, disons, la consommation énergétique de 1000 fois. C'est l'équivalent un peu de Visa, en fait, d'une solution centralisée. Donc, mais si je comprends bien, en fait, ce qui est quand même puissant, c'est que quand on intègre les limitations, je veux dire, de la planète, les ressources, en fait, on va innover différemment. C'est bien ça, en fait. Disons que nous, on n'avait pas le choix, c'est-à-dire que pour la technologie blockchain, le premier problème pour son adoption dans la tête des gens, c'était la consommation énergétique. Par contre, cette consommation énergétique existe partout pour toutes les technologies numériques. Il y avait des chercheurs américains qui avaient démontré que globalement, pour entraîner un réseau de neurones pour faire de l'entraînement de langage naturel, ça produisait en fait 350 tonnes de CO2. C'est l'équivalent des 300 allers-retours New York-San Francisco. Donc il y a d'autres secteurs où on commence à voir qu'effectivement c'est un problème à prendre en compte et c'est très sérieux. Et donc oui, sûrement on innove différemment parce qu'il faut intégrer ces sujets-là dès le départ, quoi. Faut pas y réfléchir après. Sarah, vous faites toute ma transition, puisque c'est ce que on s'est dit, c'est que si on remplace dans le titre de la plénière frontières par mur, ça donne donc nouveaux murs et technologies. Donc pour aboutir à des avancées, à des transformations, il faut en renverser des obstacles. Donc il y a des verrous technologiques, vous nous les avez présentés, comme des murs épais à faire tomber. Et en tous les cas, vous les faites bien tomber. Mais il y a aussi le mur, un mur peut-être plus ou moins fin, celui de la confiance. Et là, je vais pouvoir enchaîner avec mes autres invités. Tant qu'il y a de l'insécurité, le potentiel d'une innovation n'est pas totalement libéré. C'est ce que nous allons voir. Donc, Fadoua. Donc, dépasser les frontières technologiques, certes, c'est aussi dépasser des frontières culturelles. Donc, vous inventez de nouveaux territoires, un village franco-chinois en Chine, donc, The French Dream Town, un véritable lieu expérientiel qui concilie le monde des affaires et les limites planétaires. En quoi consiste exactement ce projet et c'est quoi la recette pour que des gens vous suivent dans ces aventures un peu dantesques ? En fait, en écoutant, déjà, c'est super émouvant d'être que des femmes et des scientifiques. Alors, on avait dit qu'on en faisait un non-événement, en fait. Bon, ok, mais quand même.
Et donc effectivement, quand on est scientifique, on a tous grandi avec on lève des verrous technologiques et on résout des équations. Et puis donc petit à petit, au gré des projets, des voyages, les frontières aussi sont les frontières géographiques, culturelles, d'adoption, de compréhension, géopolitique. Et c'est quand même assez étrange de se dire, par exemple, je parlerai de French Dreamtown, mais qu'en France, on est toutes ces technologies et qu'on trouve dans pas un capteur IoT dans des data centers, dans les territoires qui sont censés héberger les données souveraines d'un endroit, que dans les forêts, il n'y a pas assez de réseaux de capteurs de CO2 ou d'hydrométrie reliés en edge, ne consommant pas d'énergie et hébergés dans des endroits qu'on maîtrise, alors que ces technologies sont commoditisées. Donc il y a quand même ce défi supplémentaire qu'on connaît tous, parce qu'en fait, la plupart des entrepreneurs scientifiques sont obligés de se spécialiser. Et en fait, quand on veut déployer, il faut intégrer des briques déjà commoditisées, donc c'est coudre, faire travailler des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, et ensuite aller voir les usagers qui sont soit des politiques, soit des citoyens. Donc c'est ce qui m'a toujours super intéressée, parce que même la partie investissement parle de ça, et la partie à l'international encore plus. Et ce qui est intéressant, c'est comment dealer avec la complexité, alors que les distances même culturelles de compréhension peuvent aider à dealer avec la complexité, parce qu'on est obligé de simplifier la demande, le cahier de charge, et de chercher sur étagère ces technologies qui existent déjà, et de trouver des solutions qui peuvent avoir des modèles économiques sustainable. C'est du travail de dentelière quand même. Enfin, c'est de la broderie. C'est broderie, de la broderie, d'accord. Voilà, je vais retenir ça, moi, Fadoua. Et donc, en fait, nous, on l'a pas, c'est pas du tout comme quand on se dit il y a un verrou à lever, etc. C'est plus, quand on a démarré ce projet en Chine, c'était plus pour dire comment embarquer des startups qui sont de petite taille sur des briques très pointues B2B et attaquer le marché chinois. Donc on a commencé à dire il faut le faire en plateforme. Tiens, on va faire une plateforme Smart City, IoT, IA, ça intègre 13 briques. C'est pas disruptif au sens de ce que vous faites vous, mais déjà de le faire et de le déployer. C'est intégratif et c'est expérientiel. Ça crée une solution. Puis, comme les Chinois sont très pragmatiques, ils disent il faut que ce soit green, Smart City, mais il faut que ça fasse de l'argent quand même, et il faut qu'il y ait des marges. Donc il faut réfléchir le modèle pour que l'entité qui va acheter cette solution, il gagne quelque chose. Bien sûr. Et puis les amis chinois nous ont dit mais ça justement, on ne peut pas le montrer. Est-ce que vous voulez nous destiner votre village de rêve de l'innovation à la française? Et c'était les rêves de tous les enfants de dire oui, je vais le destiner. Donc on a eu quand même la chance inouïe, en venant de la techno, du venture capital, d'avoir cette possibilité et surtout les moyens d'aller discuter avec des urbanistes, des chefs cuisiniers, des architectes, des paysagistes, des gens de la Banque mondiale, et de réfléchir à un modèle d'un petit territoire. C'est vraiment l'équation de rêve pour tout le monde, qui soit écologique by design, mais aussi où la programmation fait que des gens vont venir, et ils ne vont pas venir parce que c'est un démonstrateur Smart City. Alors, on verra plus tard dans la discussion que Fadoua réalise aussi les rêves des purs Français, là, en France. À Bar-sur-Aube. On en reparlera. Voilà. Je vais m'adresser donc à Catherine. Donc, vos recherches portent sur l'autonomie des engins, la gestion du partage de l'autorité, la modélisation de l'éthique du numérique. Alors, comment définiriez-vous une IA de confiance ? C'est quand même la base de tout. Voilà. Alors, je vais être peut-être iconoclaste, mais cette expression ne veut pas dire grand-chose. Alors, mais c'est très bien. Il voilà. faut, voilà. Donc d'abord, intelligence artificielle. De quoi parle-t-on ? On rappelle que l'intelligence artificielle, c'est une discipline scientifique. Remplacer l'intelligence artificielle par mathématiques, partout où c'est employé, on voit que les phrases que l'on prononce soudainement n'ont plus de sens. Bien, une mathématique digne de confiance. Bon.
En général, lorsque l'on parle d'intelligence artificielle, et c'est le cas dans la plupart, même tous, les textes internationaux, donc vous avez évoqué, Gaël, tout à l'heure, la recommandation de l'UNESCO, donc, qui a été adoptée par l'ensemble des pays membres en novembre dernier, dont le titre est effectivement parle d'éthique de l'intelligence artificielle, qui ne veut pas dire grand-chose non plus. Donc, dans ces textes internationaux, c'est vrai aussi pour les textes européens, l'intelligence artificielle est en général bien définie en préambule. C'est-à-dire, c'est un ensemble de techniques fondées soit sur la modélisation des connaissances, le raisonnement logique, soit sur l'exploitation de grandes masses de données, en particulier, mais pas seulement, par des réseaux de neurones artificiels. Donc c'est de la programmation, ce sont des algorithmes, etc. Très bien. Et puis au fur et à mesure du texte, on se rend compte que ces textes ne parlent plus ils ne parlent exclusivement que de systèmes fondés sur de l'apprentissage machine. Et encore, on ne sait pas de quel apprentissage machine il s'agit. Est-ce que c'est supervisé, non supervisé, etc. Est-ce que c'est de l'apprentissage profond? Tout ça, c'est mélangé. Donc c'est un premier problème. De quoi parle-t-on lorsque l'on parle d'intelligence artificielle? Donc il conviendrait de préciser exactement quelles techniques sont considérées, dans quel contexte elles sont utilisées, pourquoi faire, avec quelles propriétés attendues, etc. Donc ça, c'est une première chose. Oui, parce que j'allais dire, c'est pas qu'une question de mots. Certes, c'est fondamental. C'est une question technique. Et c'est une question de fond technique. Exactement. Mais parce que si on parle d'une chose dont on ne sait pas très bien ce que c'est, voilà, tout s'écroule après. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, confiance. En général, on ne fait pas confiance à un objet ou un logiciel. On fait confiance à une personne. Donc déjà, ce terme-là, voilà, c'est très ambigu. Donc voilà, ça aussi, ça traîne dans tous les textes, en particulier les textes européens. Donc on va voir ce que va dire le texte qui est actuellement en cours de discussion entre les pays européens là, sur la réglementation de l'intelligence artificielle. Donc on va voir ce que ce texte va dire. D'après ce que il y a quelques pistes, vous avez quelques pistes? Non, j'ai bien sûr, on a bien sûr tous lu la proposition. On veut ce soir quelques pistes. On a bien sûr tous lu la proposition parue l'année dernière en avril. C'est mal parti pour ce qui concerne la définition de l'intelligence artificielle. J'ai vu la dernière version hier. Bon, c'est étonnant. Alors, une petite note positive, Catherine. Alors, donc, en revenant à confiance, en fait, bon, ça non plus, ça ne veut rien dire. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est, comme tout système technique d'ailleurs, définir ce que l'on veut dans un cahier des charges. Bon, ce qu'on fait d'ailleurs. Hein, voilà. Donc, quel est le cahier des charges? Bien. Et après, quelles sont les spécifications du système? Est-ce qu'elles répondent au cahier des charges ou pas? Et après, le système étant conçu, réfléchi, etc., il va falloir le tester, le vérifier, le valider, le certifier éventuellement s'il s'agit d'un système critique qui demande certification. Et donc, quelles sont les propriétés précises, techniques, que l'on veut pour ce système? Et comment on va les vérifier formellement? Alors du coup, je vois Sarah qui réagit là. Est-ce que vous êtes d'accord en fait aux mots de Catherine? Si, je suis absolument d'accord. Non, moi en plus, dans la blockchain, on parle beaucoup de confiance, hein, pareil. C'est une technologie de confiance. Alors, technologie de confiance, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de bug, par exemple? Parce que bon, dès qu'il y a un bug, c'est sûr que c'est plus de confiance, ça va faire autre chose. Donc, du coup, c'est un petit peu tout ce qui est lié au logiciel classique. Enfin, le développement d'un logiciel classique, c'est effectivement établir un cahier des charges, des propriétés. Pour la blockchain, c'est plutôt des propriétés de sécurité, comme l'intégrité de données, la disponibilité de données, mais c'est pas non plus la magie. Ça, c'est aussi important de savoir. En fait, on travaille sur des scénarios nominaux et puis on sait très bien que ça peut se dégrader dans certaines situations. On fait des analyses des risques. En fait, on fait des choses assez classiques aussi. Donc, je partage beaucoup ce façon de voir. Ouais. Et c'est compliqué par contre parce on vit beaucoup dans le marketing aussi de mots. Et il faut quand même, alors d'un côté, bien ici on dit on n'est pas d'accord, mais de l'autre côté, il faut l'intégrer parce que de toute façon, la première chose qu'ils vont te demander, mais alors, comment on va démontrer la confiance de ce système?
Bon, je sens que Fadoua veut surréagir, mais attention, j'ai peut-être une piste à proposer à Catherine et à Fadoua. La confiance, c'est aussi fixer des frontières au doute. Donc moi, j'ai lu tous les articles de Catherine, et ça me plaisait cette idée de laboratoire d'éthique de l'IA comme des espaces de doute. C'est-à-dire que, Catherine, si j'ai bien compris aussi votre quotidien, c'est de faire parler les gens à l'interne de l'ONERA, installer un espace de doute où on peut rencontrer les sciences sociales, on peut rencontrer les scientifiques. Voilà, est-ce qu'il ne faut pas recréer des petites frontières à l'intérieur pour prendre le temps, parce que l'éthique, c'est le temps long. Oui, alors le doute, c'est la démarche. Fadoua, vous pourrez réagir après. Le micro après. Le doute, c'est la racine de la démarche scientifique de toute façon. C'est-à-dire, c'est le fondement de la démarche scientifique. Donc ça, c'est une première chose. Après, la réflexion éthique, c'est une réflexion, effectivement, qui consiste à se poser les questions au fur et à mesure, d'abord avant d'imaginer le système, avant de le concevoir, raisonnement dit déontologique, c'est-à-dire pourquoi je conçois ce système, au nom de quoi je le construis, quelles sont les valeurs que je veux promouvoir avec ce système, est-ce qu'il y a un besoin ou est-ce qu'il est totalement inventé, le besoin. D'accord, voilà, tout ce genre de questions. Et puis, on va, si on décide de faire ce système, après, il faut continuer à se poser des questions. En particulier, raisonnement conséquentialiste sur ses effets potentiels. En quoi ce système va-t-il modifier, alors puisqu'on parle d'éthique, la condition humaine? En quoi va-t-il modifier même l'humain, sa façon de voir, de réfléchir, etc. Donc s'interroger là-dessus, et puis, in fine, peut-être décider au bout du compte que ce système, c'est peut-être pas une très bonne idée. Et donc décider, in fine, peut-être, de ne pas faire. Mais ce qui est intéressant dans la réflexion éthique, surtout, c'est d'avoir les arguments. Donc, quels sont les arguments mis en avant? Quelles sont les valeurs et les critères qui sont en tension? Et je souligne que dans les textes internationaux, donc ce fameux IA de confiance, entre guillemets, etc., il y a tout un tas de critères qui sont énumérés, la transparence, l'explicabilité, etc. Ces critères sont tous en contradiction les uns avec les autres. Donc on ne peut pas tous les satisfaire simultanément. Donc il y a forcément réflexion éthique à mener. Fadoua, je vous en prie. Merci, Catherine. Je trouve que, Catherine, ce que vous êtes en train de dire, c'est que ça touche quelque chose au-delà de ce qu'on est en train de faire. C'est la frontière qu'on vit aujourd'hui du sens et de ce qu'on vit en Occident, où la démarche scientifique, qui était quand même quelque chose de positif pour tout le monde, même ceux qui ne le faisaient pas, ne l'est plus. Donc le défi, dans une déferlante, comme vous disiez, de marketing, les politiques ne sont pas des scientifiques, le sens n'est jamais posé au préalable, et donc ce tapis qu'on tire sur les pieds de tout le monde pour aller vite et poster, c'est quelque chose quand même de... Mais c'est là que je suis fière que ça soit filmé ce soir. Voilà, ça c'est important. Ben oui, c'est important. Parce que si on veut guider, faire des innovations raisonnées, pour nos enfants, il faut y mettre le sens. Même ceux qui sont scientifiques, ils n'abordent plus... C'est pas pour faire les ringards ou dire que c'était mieux avant. Au contraire. Mais au contraire. Cette idée de base qui est de dire de quoi on parle, vas-y, dis-moi ce que c'est l'IA. On peut arrêter à n'importe quel moment des politiques, des journalistes, même des scientifiques, des décideurs en disant dis-moi pour toi c'est quoi, juste ne m'écris pas 3 pages, juste 10 lignes. Je pense qu'on ne trouvera pas grand monde. Donc, Fadoua, je vais rester sur cette idée de frontière du sens. Parce que pour terminer, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Catherine, ou non? Alors on va passer au 3e chapitre de cette table ronde. Voilà des femmes de caractère. Après la confiance dans la technologie et l'arpentage de ces frontières de la connaissance, on entame un nouveau chapitre, celui de la confiance en soi. Car il en faut de la confiance en soi pour conduire ce voyage héroïque qui permet de passer d'une idée à sa concrétisation. Alors moi, je commence par Julie. J'accomplis ce que j'aime. Avec mes associés, on fait ce que personne ne peut faire. Ce sont vos mots, Julie, en préparant cette rencontre. Donc c'est bien votre moteur, l'inconnu. Qu'est-ce qui vous donne confiance pour aller aussi loin? C'est quoi votre socle de confiance? Alors déjà, il y a 2 choses. La première chose qui a fait que
j'ai quitté mon poste pour me lancer dans la création d'une start-up, c'est la techno. La techno, parce que si c'est une vraie rupture, qu'il y a un marché et qu'il y a un business model qui est hyper scalable. Donc ça, c'était voir si je pars avec quelque chose qui a de la valeur. Après, ça ne suffisait pas. Il faut partir avec une équipe. Et les deux autres cofondateurs, c'est des gens... enfin, on se connaît depuis 25 ans. On a travaillé... Alors, se connaître depuis 25 ans, c'est une chose. Hein, mais travailler ensemble, on a travaillé ensemble chez Intel pendant pas mal d'années et chez Infineon aussi. Et souvent, quand on est dans des grands groupes, des fois, il y a des équipes de 200 personnes. Mais on se dit, on éliminerait à la moitié. Ça avancerait peut-être aussi vite, même plus vite. Parce là, que je regrette qu'on soit filmé. Hein. Bon, c'est... On coupera. Non, mais du coup, okay. Quand on est une start-up, nous, on n'a pas les moyens de faire ça. J'entends, hein, j'entends, Julie. Et du coup, on se dit, si je pouvais travailler avec telle et telle personne, on serait une machine à exécuter. C'est vrai. Et ça, alors, il faut avoir la compétence technique. Et au-delà, après, on peut avoir des gens qui sont extrêmement bons, mais qui se comportent comme des cadors et qui n'ont pas l'esprit d'équipe. Et donc, c'est ce que j'ai trouvé avec les deux autres cofondateurs, et c'est ce socle vraiment de gens hyper performants, hyper compétents et team spirit. On a un seul objectif, il n'y a pas d'ego, c'est on veut que ça marche. Eh bien, écoutez, en tous les cas, je vous souhaite le meilleur, mais c'est déjà bien parti. Hélène Wébé-Allos, donc en préparant cette plénière, vous m'avez parlé d'un chemin de fer, de l'Indochine et du Yunnan, d'une photo sépia de votre grand-père. Ouais, moi, j'ai tout noté. Hein. Donc, vous êtes issu d'une lignée, d'un croisement d'une lignée de scientifiques. Et dans quelle mesure cela vous porte ? Alors, c'est amusant parce que c'est vrai que c'est des choses qui sont ressorties quand j'ai fait mes dernières biographies à l'occasion du trophée Une vie nouvelle. Et oui, donc c'est un passé d'arrière-grand-père et de grand-père ingénieur en électricité et ce côté pionnier d'aller construire un chemin de fer au moment où l'Indochine était encore française. Et d'aller construire les usines qui construisaient les boulons, qui allaient assembler les chemins de fer sur place avec toute la découverte culturelle que ça représentait, et justement de cet émerveillement de mon arrière-grand-père par rapport à ce projet-là. Je pense que c'est quelque chose de l'esprit aventurier industriel qui a dû me porter effectivement. Même si sur l'aspect confiance en soi, je pense que certainement j'ai peu de barrières que je me mets moi-même, ça c'est certain, et ça je pense que c'est vraiment quelque chose que je pense qu'il faut qu'on partage avec tous nos jeunes et toutes nos jeunes filles actuellement. Il n'y a pas de barrière que je me mette, mais à la fois je me remets beaucoup en question. Donc c'est-à-dire que j'ai pas une confiance non plus. Voilà, mon ego n'est pas. Non, je le remets très souvent en question, et c'est aussi un des moteurs. Je ne sais pas, Sarah ou Catherine, est-ce que vous voulez réagir ? Qu'est-ce qui vous donne confiance ? Est-ce que vous avez eu des modèles ? Voilà, j'invite Catherine à... Alors, puisqu'on peut avoir confiance en autrui et non pas en le système, oui, c'est surtout le travail en commun. Moi, je trouve que je fais partie de plusieurs comités d'éthique. Et donc, ce qui est intéressant, c'est justement la confrontation des points de vue, en général vives, voire très vives. Donc, les gens ne sont pas d'accord, et c'est ça qui est très intéressant. Et donc, c'est la confrontation à autrui. Donc, effectivement, on ne travaille jamais tout seul. Et les idées, les productions, hein, des articles, des livres, enfin, etc., c'est jamais le fruit d'une seule personne, hein, c'est le fruit d'une réflexion collective qui est parfois longue, difficile, mais c'est là son intérêt, justement. Donc, c'est surtout la confiance en autrui, même si on ne partage pas les arguments. C'est ça qui est intéressant. Ouais, je trouve ça superbe. Merci. Sarah, je vous laisse réagir. Oui, donc moi je partage ce point de vue. Hein. Je pense que de toute façon, tout ce qu'on fait en recherche, on le fait en équipe. Ça n'existe pas ça n'existe plus les génies fous. Même avant, en fait, tous les chercheurs lisent des articles d'autres collègues, et puis voilà. Ça, c'est un premier point. Et un deuxième point, je pense que moi, je fais confiance à ma curiosité. En fait, c'est vraiment ça. C'est pas forcément la confiance en soi-même, mais
je suis très curieuse de plein de choses. Donc, comme j'essaie d'avoir des réponses, comme si je ne les trouve pas, j'essaie de les trouver moi-même. Donc, ça, c'est quelque chose Belle démarche de scientifique. Hein. C'est un moteur, quoi. Merci. Alors, Fadoua, comment on passe d'un doctorat en physique des plasmas à votre dernier projet, la reconversion d'un site exceptionnel chargé d'histoire, qui est l'abbaye des Baux-de-Ferney. On en a parlé, j'ai déjà fait la fête là-bas. Je ne vois pas comment vous avez fait quelque chose de mieux, de technologique. C'est parce qu'on n'a pas confiance en nous qu'on fait des trucs de dingue, en fait. Ah oui, là, vous prenez carrément le contre-pied. Je pense qu'il y a quelque chose de ça. On a confiance en des qualités, mais c'est parce qu'on n'a pas totalement confiance en soi. Je pense que les gens qui ont totalement confiance en eux... C'est une façon de voir les choses, mais c'est intéressant. Eh bien, déjà, moi, je trouve que je culpabilise de ne pas être restée scientifique comme mes 4 camarades. Ça reste toujours, oh là là, j'ai mal viré. Et en fait, l'histoire de l'abbaye de Clairvaux, c'est le Covid, le retour de Chine. Et des amis qui sont dans le département de l'Aube, un sénateur nous dit: ce que vous avez fait en Chine, est-ce que ça vous intéresse de regarder le projet de reconversion de l'abbaye de Clairvaux? Et donc, c'est une abbaye qui est à 20 minutes de Colombey-les-Deux-Églises, à 40 minutes de Brienne-le-Château. C'est dans la région de l'Aube, Champagne, l'autre versant du Champagne. Ambiance très monastique. 40 hectares, 36 bâtiments classés, 9 siècles d'histoire cistercienne. Très sincèrement, je ne connaissais pas l'ordre cistercien avant le Covid. Et merci le confinement, on a plongé dans cette histoire-là. Et puis, 12e siècle, Saint Bernard de Clairvaux, une personne, enfin c'est l'Elon Musk de cette période-là, vraiment. C'était quelqu'un d'extraordinaire, mais vraiment, qui est arrivé là et qui a dit: là, je vais monter une abbaye, fille de l'abbaye Cîteaux. Et cette abbaye, c'est les multinationales quand même de la première Renaissance européenne. Il y en a 400 partout en Europe. Et ce qu'il faisait, c'était ce que vous disiez dans l'efficacité, dans le lean. Ils le faisaient parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Ils avaient refait les canaux hydrauliques pour amener l'eau. Ils ont fait les premières granges de blé parce que c'est bien avant les protestants de se dire: il y a un capitalisme justement humain, il n'y a pas que la subsistance, on fait des choses et on met de côté. Et puis ce côté, on est debout, on travaille, on cogite et on travaille. Donc ça nous a passionnés. Il y a 9 siècles d'histoire cistercienne, et puis hop, à la Révolution, Napoléon en fait la première maison d'arrêt d'Europe, ce qui était civilisé à l'époque, de retenir des gens qui ont fait des crimes, parce qu'avant on leur coupait aussi les mains, etc. Et donc il y a toute l'histoire de l'enfermement. Donc l'enfermement choisi et l'enfermement subi, avec des travaux extraordinaires de chercheurs du CNRS sur cette condition humaine. Qu'est-ce qui sort de l'enfermement? Donc ça nous a passionnés. Quand on parle de frontières de murs, voilà. Merci de m'offrir toute cette... Voilà. Et donc, en fait, on a envie de concentrer un peu ce qu'on a dit, ce développement des territoires. Comment on peut prendre... on veut déployer justement un réseau IoT très performant sur ce site, en faire une espèce de nouvelle cité modèle qui peut aussi essaimer un peu partout en Europe, en reprenant un peu ce qu'on est en train de se dire. C'est très difficile. Mais moi, j'aime bien, enfin, j'ai plus en tête, mais il y a des espaces un peu sacrés, en fait, dans l'abbaye, et qui ont été transformés en espaces de coworking. Enfin, il y a non, mais je trouve ça très inspirant. Enfin, aller faire de la techno... Il faut que vous veniez maintenant que je vous ai parlé de ça. Non, mais on est invités. Tout le monde est invité, et donc... ça peut être un terrain un peu de use case de ce dont on parle, avec une idée que les choses qu'on développe là, on peut, en fait, plutôt que les scaler, mais les dupliquer de façon neuronale un peu partout. Merci Fadoua. Voilà. Du coup, on va terminer la dernière partie. Hein. On est dans les temps. Il nous reste 15 minutes pour ouvrir sur les imaginaires. Donc, s'inspirer est essentiel pour innover. Qu'est-ce qui fait que ces femmes trouvent leur épanouissement dans l'inconnu, dans des environnements plutôt risqués, incertains, voire hostiles?
il y a forcément une connexion quelque part à quelque chose de plus grand, avec des rêves, avec des visions singulières. Donc voici la dernière partie de ce débat. Bon, je vais peut-être changer, je voulais commencer par Julie, mais je vais changer un peu quand même. Donc je vais faire Hélène. Bon, ça, ben oui, non, mais voilà. Donc c'est quoi le futur des capteurs optiques? Aujourd'hui, ils sont partout, voire un peu trop. Alors si on raisonne à plusieurs décennies, est-ce que le développement des capteurs optiques ne nous emmène pas vers trop de contrôle et de surveillance? Et puis, à contrario, peut-être vers quel monde idéal vous pensez qu'on va, quoi? Voilà. Oui, c'est certain qu'on n'a pas envie d'avoir un Big Brother en termes de contrôle permanent de nos vies. Donc le capteur optique, je pense qu'en même temps qu'il se développe, il est certain que là aussi il y a certainement une éthique du capteur optique et de son utilisation à développer. Et là encore, je pense que la technologie peut nous aider à protéger, encore une fois, nos vies privées, c'est-à-dire que l'aspect protection de nos données, je pense que c'est vraiment un domaine où on doit aller plus loin. On doit vraiment aller plus loin. Quand on voit comment sont exposés aujourd'hui nos enfants sur le net, l'ensemble de nos données, là il y a vraiment un pan de l'industrie, je pense, à inventer et à réfléchir. Ça fait partie vraiment de la réflexion. Donc les capteurs optiques, moi je les vois positivement, c'est-à-dire comme des aides à être dans un monde qui soit plus sûr dans nos voitures, qui assiste nos procédés de fabrication de façon automatisée plutôt que d'être sur des postes manuels qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Donc ça permet quelque part à l'être humain, je pense, de se reconcentrer sur là où il est unique et il ne peut pas être remplacé par de l'automatique, par du robot. Donc voilà, moi c'est plutôt comme ça que je vois positivement l'avenir de nos capteurs optiques, mais tout en protégeant nos vies. Merci. Sarah Tucci, Oui. Pierre Giovanni. Nous n'avons pas encore compris l'ampleur de la révolution numérique. Elle a le potentiel de transformer nos vies. La blockchain dessine un nouveau monde. Alors lequel pour vous? Et puis c'est quoi le monde idéal? Alors, je ne sais pas du tout c'est quoi le monde idéal, très honnêtement. La blockchain, ce qui me fascine dans la blockchain, c'est le concept de décentralisation, le fait qu'effectivement, il y a des choses qu'on peut faire de manière pair à pair, sur une échelle complètement émergente. On parlait de petites villes, alors on peut faire des monnaies locales, en fait, avec une blockchain. C'est quelque chose de très facile à faire. On parle de données aussi. On peut effectivement valoriser nos propres données avec une blockchain de manière assez simple. Donc ça veut dire qu'on reste propriétaire de nos propres données et puis on peut effectivement échanger la propriété de ces données de manière à décider d'être sous contrôle en fait de ce qu'on fait. Et donc voilà, je pense qu'il y a des aspects qui sont liés à la décentralisation, dans le sens de une petite communauté qui pourrait se doter d'outils comme je parlais. Des communautés qui s'autonomiseraient, en fait. Oui, exactement. Et Okay. je pense qu'on a besoin un petit peu aussi de cette échelle-là. On vit beaucoup dans la globalisation. On parlait des enfants qui sont connectés un petit peu aux réseaux sociaux tout le temps. C'est très bien. Il n'y a pas que. Hein. Non, nous aussi, ça c'est sûr. C'est pas un problème en soi, mais je pense qu'on pourrait réfléchir à une dimension plus locale pour avoir des liens qui sont plus forts, humains d'abord, et la technologie qui est là pour nous faciliter ces types d'interactions. Très bien. Catherine Tessier. Donc, comme on le disait, la réflexion éthique, ça demande du temps long. Et on est dans une société qui ne cesse d'accélérer. Alors, comment concilier ces deux temporalités qui sont antagonistes? Comment conjurer ce scénario noir d'un effondrement de nos sociétés au motif que les technologies et les innovations cristallisent bon nombre de nos peurs? Voilà. Est-ce que vous imaginez un monde Oui, donc effectivement, l'éthique a l'air de courir après la technologie. Ceci dit, la technologie, elle ne court pas toute seule. Hein. Ce sont bien les humains qui la font. C'est pas magique. Mais c'est bien de voilà, tout à fait. Bon. Donc l'idéal, puisqu'on parle de monde idéal, enfin, je pense qu'on ne va pas vers un monde idéal. C'est mal parti.
Pas le vôtre, en fait. Parce que ça doit être l'idéal pour d'autres. Hein. L'idéal, encore une fois, ça serait que la réflexion éthique soit vraiment intégrée à la réflexion scientifique. Or, le problème majeur, c'est que les scientifiques sont peu, voire pas du tout, formés à ce genre de réflexion. Et un certain nombre d'entre eux considèrent que ce n'est pas leur affaire. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'il faut aller vers une hybridation des savoirs, donc le savoir scientifique avec des considérations philosophiques, etc. Donc ne pas dire les SHS, oulala, qu'est-ce que c'est que ça quand on est en sciences dures, et réciproquement. Et on sait déjà ce que veut dire les initiales, c'est déjà pas mal, non? Sciences humaines et sociales, voilà. Voilà. Donc vraiment, comme un scientifique ne mène pas un travail sans faire son état de l'art, ou alors c'est un mauvais scientifique, il conviendrait que tout scientifique mène une réflexion éthique en parallèle de sa réflexion technique et soit même intégré à la réflexion technique. Et il faudrait, et d'ailleurs c'est l'un des paragraphes 108, si je me rappelle bien, de la recommandation de l'UNESCO, il conviendrait que tout article scientifique intègre une discussion éthique. En particulier lorsqu'on parle effectivement de technologie numérique. Bien sûr. Parce qu'on a parlé de capteurs optiques, là, le problème de la reconnaissance faciale. Donc si effectivement on a une reconnaissance faciale très très précise, etc., qui permet de déverrouiller son téléphone, que je n'ai pas d'ailleurs, je n'ai pas de téléphone portable dit intelligent, ou aller sur son compte en banque, etc., de manière sécurisée, ça peut être aussi la pire des choses, puisque la reconnaissance faciale très précise peut évidemment enfreindre nos libertés fondamentales. Et c'est là le revers de la médaille qu'il faut vraiment considérer lorsque l'on s'intéresse à ces technologies. Tout à fait. Donc merci. Fadwa, donc à contrario de la tendance du métaverse, vous créez des lieux expérientiels, mais surtout des nouveaux mondes physiques. Vous renouez donc avec des imaginaires anciens, avec notre grandeur. L'abbaye des Vaux-de-Cernay 4.0 quand même. Hein. Et moi, je trouve quand même que vous êtes... on a de la chance de vous avoir quand même, hein, que vous n'êtes pas forcément resté que scientifique, parce que vous êtes tourné vers les autres. C'est bien ça, votre monde idéal? Moi, je suis quand même optimiste, même si j'ai conscience, comme tout le monde, qu'on n'est pas au top, ni géopolitiquement, qu'il y a cette insécurité, que c'est des moments quand même compliqués. Mais moi, j'ai grandi au Maroc, donc je fais partie des gens, j'ai conscience que c'est extraordinaire et miraculeux ce qu'on peut encore partager, même si tout n'est pas OK, dans cette Europe continentale, occidentale, sans même penser aux États-Unis. Et franchement, juste ce qu'on est en train de dire entre nous, ça dessine quelque chose de possible, c'est-à-dire les technologies vont permettre de distribuer des modèles, c'est déjà possible. Ce que vous disiez sur votre start-up, qui est ce côté ultra efficace, il faut bosser avec ceux qui veulent faire avancer, il y a de quoi se retrousser les manches et reconstruire des leaders mondiaux. Tout est possible en fait. Donc, prendre l'éthique en amont et demander aux scientifiques de s'ouvrir au reste, mais surtout demander aux politiques d'embaucher des scientifiques ou que les scientifiques fassent de la politique. Et moi, mon rêve, il est quand même très réalisable parce que ça m'a abasourdi en Chine de voir qu'ils ont pris des décisions en très peu de temps et ont transformé. Après, on est d'accord, pas d'accord, j'adhère absolument pas au modèle, mais c'est-à-dire la volonté en quelques années de transformer de façon physique tout leur territoire. Et je me dis comment ça se fait qu'en France, il y a des terrains, des routes qui sont là depuis les Romains, et où il a existé des choses extraordinaires qu'il faudrait juste prendre ces lignes et les réveiller. Il y a tout, il y a l'infrastructure de mobilité, et donc ça peut repartir parce que les technologies permettent de reconnecter sans... c'est presque une richesse culturelle oubliée parce que la techno, elle est archi-dominante. Mais avec de l'hybridation, comme vous disiez, voilà. C'est-à-dire que la technologie ne soit pas quelque chose qui est à part dans le monde de la tech. C'est ça que j'ai remarqué, enfin, moi c'est ce que j'ai décrypté dans votre imaginaire, hein, Fadwa, c'est que avec vous, la technologie, elle est bien présente, mais elle est discrète et elle sert aussi le beau. Je trouve quand même qu'il y a la notion du beau. Et de la culture. Voilà. Et de la culture, pour dire...
parce qu'on oublie, mais qui on est, pour faire quoi, qu'est-ce qu'on a envie Ben, de on passer revient à au nos sens, en enfants. fait. On revient au sens. Eh bien, je vais finir par Julie. Voici, voilà. Donc, Julie, avec vos associés de Turnwaves, vous dessinez un monde où le don d'ubiquité n'est plus une chasse gardée de la mythologie et de la religion. C'est quoi ce monde qui nous attend? C'est pas un peu transgressif? Alors en fait, les capteurs, alors, pour les verticaux qu'on a aujourd'hui, la majorité des applications, c'est pour tout ce qui est développement durable, au contraire. Donc on a un gros marché sur l'agriculture où l'objectif c'est de dire j'arrose quand le capteur identifie que le sol est sec, je mets de l'engrais que lorsque c'est vraiment nécessaire avec des sensors partout. Et là, c'est déployé par le propriétaire du terrain et c'est pas quelqu'un qui va aller lui mettre des capteurs dans son champ. Donc là, c'est vraiment pour contribuer au développement durable et c'est décidé par les propriétaires des terrains, ceux qui mettent des capteurs. Voilà, les usagers. C'est pas un opérateur qui va aller dépenser pour mettre des capteurs dans son champ. Après, il y a tout ce qui est Smart City, où on dit on a une grosse problématique énergétique. Il faut qu'on mette des capteurs, des sensors pour détecter si les personnes sont dans les salles, pour mettre le chauffage, la clim, couper l'eau quand c'est pas nécessaire, etc. La même chose pour optimiser tout ce qui est trafic automobile, le partage de la voiture avec tout le véhicule intelligent. Donc ça, c'est ce qu'il faut toujours, c'est garder que l'utilisateur choisisse d'activer ses capteurs. Que quand on a un véhicule connecté, que l'utilisateur choisisse d'activer ses capteurs. Mais l'objectif, et après, on dit faire de l'IoT massif, c'est bien gentil, mais si vous mettez massivement des besoins de batterie, au final, quel est le gain? Et donc là, c'est l'autre point sur lequel qu'on prépare déjà. Donc là, on est dans la phase de déploiement. Actuellement, on consomme beaucoup moins d'énergie si on compare avec un opérateur actuel. L'opérateur New Space actuel français, avec notre techno, chaque objet va consommer 10 fois moins d'énergie. Et après, le but, c'est on atteint des limites de consommation d'énergie qui font que il y a des partenariats que l'on est en train de développer avec des fabricants de semi-conducteurs. Ils ont des IP d'energy harvesting. Si vous avez besoin de très peu d'énergie, ce peu d'énergie, vous pouvez l'obtenir à partir de ces IP d'energy harvesting. Ça peut être à partir d'un écart de température, si c'est un bracelet entre votre peau et la température extérieure. Si c'est embarqué dans des véhicules connectés, ça peut être ne serait-ce que la vibration du véhicule. Donc il y a plein de moyens de générer de l'énergie si vous avez besoin. Si pour connecter les objets, vous avez besoin de très peu d'énergie, ce qui est notre cas. Et on est déjà en train de passer à cette phase-là. Et après, c'est de dire, voilà, vous avez des capteurs, des objets connectés qui n'ont pas de batterie. Vous les chargez avec une capa au départ et après, c'est autonome en énergie. Et il y a beaucoup de finalités extrêmement positives dans le développement durable. Et monitorer notre consommation d'énergie ou la qualité de l'air et ce genre de choses. On se projette bien déjà dans ce monde-là. Merci. Donc, nous refermons cette première partie de la plénière par la pensée de Pierre Teilhard de Chardin. Nos invités se sont émancipés de leurs études, qui les plaçaient sur des voies toutes tracées et fréquentent au quotidien les limites de la connaissance. Elles ont fait le choix de s'attaquer à gros, l'hyperconnectivité, l'éthique de la recherche, la co-création entre des nations. Elles ont su défaire des murs, repousser des frontières technologiques, mais pas que, géopolitiques, économiques, sociétales. Donc on en sait un peu plus sur l'humain et les frontières technologiques, cette fameuse posture ardente qui va de l'avant, qui transforme le monde. Alors merci pour ces témoignages forts, mesdames. Et on ouvre la deuxième partie avec vous. Voilà, maintenant c'est à vous de réagir et d'interagir avec les invités. Donc, je cherche Catherine Simon, mais voilà. Ah ben elle est là, voilà. Bon, ben, je ne sais pas qui veut se lancer. Alors merci de vous présenter et de poser la question. Ça sera le top comme ça. Ah ben alors, donc... voilà. Bonjour, moi je m'appelle Étienne Guéry et je suis le cofondateur avec Gaël Ray de l'agence Proton.
Donc on travaille les imaginaires et les interactions fortes, c'est notre baseline. Et moi j'ai une question, en fait c'est une sorte de constatation et de pensée qui me vient après ce débat, c'est de dire finalement les technologies contribuent à l'accélération et à l'affolement du monde, parce qu'on était vraiment dans une période très particulière qui est assez anxiogène. Et en même temps, ces technologies, elles peuvent devenir scalables, locales, simples. Et est-ce qu'on ne pourrait pas, à un moment donné, peut-être se poser la question de faire des trade-offs sur des technos plus rustiques, par exemple pour contrecarrer des logiques industrielles de masse qui sont plus globales, et avoir finalement des technologies qui nous serviraient, qui soient plus rustiques et plus locales? Est-ce que la technologie est suffisamment, finalement, est-ce qu'elle peut être suffisamment souple pour avoir ces caractéristiques? Qui veut répondre? Hélène. Je pense qu'il y a de la place pour tous les types de technologies. Est-ce que, si je comprends bien votre question, les technologies les plus rustiques, c'est peut-être des technologies qui demandent moins des énormes investissements dont je parlais tout à l'heure. On voit bien qu'il y a de la place également pour des technologies, effectivement, qui ne sont pas sur ces mêmes types d'usines énormes, qui sont peut-être effectivement plus locales. Et on est typiquement amené dans ST à avoir certains sites, comme celui de Tours, qui sont sur des composants discrets, où effectivement la technologie va être beaucoup plus... Alors, ce n'est pas de la soudure au fer à souder, mais pas très loin. Et ça répond à certains besoins, absolument. Je pense qu'il y a vraiment de la place également pour ce genre de technologie, et c'est en ce sens que la loi de Moore n'est pas quelque chose qu'on doit poursuivre aveuglément. Il y a des très vieilles technologies qui gardent encore leur valeur ajoutée, ne serait-ce que par l'amortissement des machines qui sont déjà faites et qui sont du coup rentables et plus à la portée effectivement de certains clients. Oui. Merci Hélène. Alors je vois une main levée. Voilà. Bon, j'ai vu la main d'abord. Après ça sera vous. Oui, bonjour, merci pour cet exposé. Erwan. Barrio. Je ne sais pas comment je dois me présenter, écrivain, on va dire. J'avais une question toute simple. En quoi est-ce que le biomimétisme s'inclut dans vos recherches scientifiques? Voilà. Alors je me permets, excusez-moi, parce que bon, je l'adore. Hein. C'est Erwan Barrio. Donc c'est un jeune auteur de science-fiction, talent fou. Il vient de sortir Moi Oméga. Ah mais passionnant. Bon, je fais cet aparté. Je vous en prie, qui veut répondre? Allez, Sarah. Mais je ne sais pas ce que c'est. Non, mais c'est une façon de répondre à la question, en fait. Hein. Donc, ça veut dire non. Non, mais oui, si c'est quelque chose lié à la biologie, comment s'inspirer de la biologie. Moi, je suis informaticienne à la base, donc effectivement, tous les algorithmes qui sont décentralisés et qui se basent sur tout ce qui est pair à pair s'inspirent beaucoup aussi, je dirais, de comment les lucioles se synchronisent entre eux et avec des lois qu'on connaît, et donc on discrétise et puis on transforme en algorithme. Mais je ne pense pas que c'est ça la question, en fait. Non, mais Sarah, moi, ce que je pense, c'est que vous faites du biomimétisme sans le savoir, en fait. Je vais le résumer comme ça. C'est possible. Il faudrait que je lise le livre avant, et puis je vous dirai. Une autre invitée qui veut réagir, peut-être? Oui, Catherine. Alors, imiter ou remplacer la nature? C'est là la question. Je vais évoquer la question, puisqu'il y a des projets... qui sont en cours là-dessus, sur les robots, les micro-robots qui sont destinés à remplacer les abeilles dans une ruche. Voilà. Question éthique ouverte. On en reparlera en off. Ça, c'est un sujet qui me tient à cœur. On en reparlera. Il y a un épisode de Black Mirror sur ça. Voilà. Donc, bon. Ben voilà, on passe du biomimétisme à Black Mirror. Attendez, il y avait le pull rouge. Je suis désolée. Hein, voilà. Bonjour, Yvan Baturon, j'œuvre pour la transformation des supply chains de nos entreprises.
pour des meilleures supply chains. On appelle cette communauté la Supply Chain for Good Community. Meilleure supply chain pour les fameux 3P, la planète, les personnes et les performances, parce qu'il faut bien vivre et il faut qu'on ait de la création de valeur pour alimenter un petit peu tout ça. Tout d'abord, je voudrais vous féliciter pour cette excellente conférence et le privilège d'avoir des sommités sur la blockchain, les capteurs optiques, l'IoT, l'éthique et VC réunis, c'est déjà exceptionnel. Donc merci aussi à Catherine. Alors oui, mais j'ai prévu de la remercier. Hein. Oui, oui, j'imagine. Des questions, en fait, j'en ai plein. et il faut juste Alors choisir. c'est moi qui modère, je modère aussi les questions. Hein. Ça tombe bien. Il y a un domaine que je n'ai pas vu aborder ni dans cette conférence ni ailleurs, et j'aimerais utiliser l'opportunité de vous avoir pour avoir votre avis sur tout ce qui est la science du quantique dans l'informatique. On entend tout et son contraire, et ça soulève là aussi des peurs, des rêves fous. Si vous pouvez rapidement nous dire votre sentiment, ça serait super. Hélène, peut-être? Alors, je peux répondre sur la partie physique quantique. Dans la partie informatique, je vais me tourner à ma droite. La partie physique quantique, ce que je peux dire, c'est qu'on l'utilise au jour le jour, au quotidien, dans tous nos composants électroniques, en fait. Hein. Donc la physique quantique, elle est hyper présente, elle est là tout le temps. Après, si la question précise, c'est l'utilisation de plusieurs niveaux quantiques au lieu d'être en binaire 0 et 1, ça, c'est un domaine qui dépasse un petit peu le champ de mes compétences. Je sais qu'on a quelques thèses dessus. Il y a un domaine amont. Mais j'imagine que c'est l'utilisation par les informaticiennes, peut-être. Sarah, tu seras Sarah, plus... ouais. Oui, non, effectivement, il y a effectivement la question de l'ordinateur quantique qui existe déjà, disons, mais après, effectivement, il faut arriver à avoir des algorithmes, bien sûr, qui sont qui tournent sur ces ordinateurs. Ça, c'est une partie des choses. Je m'occupe plus des systèmes distribués, donc je suis un peu plus à jour sur la partie communication quantique. Et là, il y a des enjeux énormes parce qu'en fait, il y a une sorte de compétition mondiale dans le sens que le premier qui va passer en communication quantique va aussi payer un petit peu la performance de la communication. Ça va être plus lente. Donc, oui, au départ, ça va être ça. Donc, du coup, ça sera beaucoup plus sécurisé d'un côté, mais on ne sait pas qui va faire le premier pas. Les technologies sont, je dirais, sont dans un état early stage, très early stage, mais il y a déjà des démonstrateurs qui ont été faits. Ils ont lancé un photon, voilà, ils ont fait une petite communication, mais c'est communication point to point. Il n'y a pas de réseau encore, il n'y a pas de répétiteur. Toute l'infrastructure, disons Internet, telle qu'on la connaît, ça n'existe pas. D'accord. Donc ça peut effectivement exister sur une certaine longueur, mais après on aurait besoin effectivement d'écheminer la donnée de façon sur la planète entière. Donc il y a beaucoup de technologies qu'il faut encore développer pour que ça puisse remplacer les systèmes existants. Merci Sarah. J'espère que ça a répondu. Je prends encore 2 questions. Donc monsieur. Oui. Ah bon, bah alors 3, 4 questions. Ok. Bah, je modère plus, Catherine. Je modère plus. Hein. Bonsoir, merci mesdames pour ces présentations. J'ai une question pour madame Tessier, mais peut-être pour les autres. Depuis le XVIe siècle, on sait que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Excusez-moi. Pardon, Philippe. Alors je modère. Hein. Vous êtes qui? Philippe Bereski. Important. Je travaille au pôle de compétitivité systématique et donc également vous êtes démasqué, chez Nokia c'est Bell bien. Lab. Voilà. Désolé. Donc, c'est très bien de vouloir être un chercheur éthique et de pousser l'éthique, mais que peut-on faire quand d'autres ne sont pas éthiques, voire quand on a des technologues qui sont transhumanistes et qui estiment qu'on peut changer l'humain, qu'on peut bousiller la planète et aller habiter sur une autre planète. Qu'est-ce qu'on peut faire si on est un peu plus raisonnable? Alors, je vais faire un point de vocabulaire. Quelqu'un ne peut pas être éthique ou non éthique. En français, éthique en adjectif veut dire qu'il y a un rapport aux valeurs humaines, au comportement humain et aux valeurs qui les fondent. Donc voilà, la réflexion peut être éthique, mais quelqu'un ou un objet ne peut pas être éthique.
Donc je ne sais pas ce que vous voulez dire par un chercheur qui serait éthique. Je ne comprends pas bien. Par contre, je peux parler de chercheur qui réfléchit à ce qu'il fait, qui réfléchit au fondement de ce qu'il fait, à la raison d'être de ce qu'il fait, aux conséquences possibles de ce qu'il fait. Ça oui, ça, on peut parler de ce genre de personnes. Et donc effectivement, il y a des gens qui ne réfléchissent pas, beaucoup de gens d'ailleurs, qui ne réfléchissent pas à ce genre de questions. Et c'est bien là le problème. Et là, c'est un problème de formation, d'abord. Puisque ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on travaille en silo dans les formations. Il y a les scientifiques, et puis il y a les littéraires, il y a les philosophes, etc. Et tout ça, ça ne se parle pas. Donc la première chose, c'est de former les scientifiques, en particulier en Europe, mais pas que, à cette réflexion conjointement aux études scientifiques. Et que ça devienne une habitude. Ça, c'est une première chose. Et puis deuxième chose, oui, il y a toujours des fous partout, mais ça, les fous... Après, ce sont surtout des effets d'annonce. Du point de vue scientifique, il n'y a pas grand-chose derrière le transhumanisme ou des choses comme ça. Honnêtement. Moi, si je veux abonder sur ce que vous disiez, c'est que ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, cette question, si nos systèmes de valeurs tenaient, si on était déjà comme... On ne se la poserait pas parce qu'on se sentirait assez fort et on se dirait... nous, on a ces valeurs-là, on en est certain, parce qu'on n'a pas encore transgressé ou on n'est pas encore paresseux. Et on se dit, mais les Chinois clonent ça, mais c'est peut-être leur... Donc, en fait, le fait même, déjà, comme vous disiez, si ça devient un mot bateau de marketing qui est mis à toutes les sauces et qu'on a en tête l'éthique de ceci, la confiance de l'IA, ça dépouille du sens et ça revient... C'est ça le sujet. Donc, c'est plutôt, moi je rejoins ce que vous disiez, c'est qu'à chaque fois, il faudrait presque qu'on repose la question de façon un peu plus longue pour dire de quoi parle-t-on. Est-ce qu'on parle de contenir une expérience mais sinon, effectivement, il y aura toujours des humains qui vont transgresser et après, c'est une bataille de transgression et après, c'est la population qui décidera si on suit ou pas. Donc, ça redevient politique. Alors après, attention, la science est aussi une affaire de transgression. La science peut et doit avancer avec des transgressions. Voilà, sinon on ferait un peu du surplace. Et là, on parle encore de frontières. D'où la nécessité de réfléchir sur les transgressions. C'est ça qui est intéressant. Très bien. Non, mais les frontières, c'est bien parce qu'on les secoue dans tous les sens, là, même polysémiquement. J'avais vu d'autres questions. Ben voilà, parfait. Ah, une femme. Oui. Oui. Bonsoir à toutes, merci beaucoup pour cette plénière. Moi j'ai une petite question concernant la data. On a introduit cette plénière en disant le pouvoir est dans la data. Moi j'ai la question inverse, la data ne pourrait-elle pas constituer en fait le risque majeur et la principale faiblesse de nos nouvelles technologies sur le plan aussi bien environnemental? On sait combien un data center consomme d'énergie, à quel point c'est énergivore. Sur un point de vue d'égalité, les pays n'avancent pas au même rythme. Est-ce qu'on ne prend pas le risque de creuser encore cet écart dans les pays en développement versus pays développés? Et finalement, voilà cette question d'éthique et de sécurité de la population de manière générale. Alors juste avant de répondre, vous pouvez juste vous présenter. Pardon, donc Charlotte de Total Energy. Okay. Non, c'est juste pour poser le contexte. Ouais. Alors... le premier point que vous avez posé sur la data, les pays développés, les pays moins développés, c'était vrai tant qu'on avait des réseaux de data terrestres. Et c'est vrai que par exemple dans plein de pays d'Afrique, ils ont un problème de réseau, parce qu'il faut déployer des réseaux terrestres qu'ils n'ont pas. La donne est en train de changer complètement avec ce qu'on appelle le New Space, où on arrive avec des petits satellites qui coûtent peut-être un dixième ou non, mais plutôt un centième de ce que ça coûtait avant, et qui permettent en fait de couvrir d'emblée des zones géographiques énormes. Alors, si c'est un satellite géostationnaire, ça peut couvrir des continents, un continent entier. Si on parle de petits nanosats, il va y en avoir plusieurs. Et ce que l'on voit, c'est que ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans le New Space, il y a un énorme marché en Afrique.
parce qu'ils ont effectivement du retard sur la data avec les réseaux terrestres, qui étaient très coûteux parce qu'il fallait, pour couvrir des zones avec de faibles densités, c'était pas rentable. Et tout d'un coup, avec des satellites, on leur donne accès. Alors même mieux, c'est pas qu'on leur donne accès, c'est qu'ils se donnent accès à la data. Et maintenant, ce que l'on voit, c'est que nous, typiquement, on est une start-up, on deal avec des pays africains en direct. Parce qu'ils veulent justement avoir cette souveraineté de leur data. Donc tout d'un coup, ils disent, voilà, nous, on va rattraper notre retard. Et en rattrapant leur retard, ils vont même être plus avancés que certains qui ont moins cette urgence de la data. Et on voit de plus en plus de pays d'Afrique dire, je me dote de ma constellation de satellites pour avoir justement cet accès à la data. Et je veux que ça soit le pays qui détient la constellation pour des questions de souveraineté. Donc en fait, le New Space change un peu la donne. Et ce que vous avez décrit, c'était vraiment ça pour les réseaux terrestres. Et tout d'un coup, quand les réseaux ils sont embarqués sur des satellites et que le coût des satellites a tellement baissé que maintenant, ce sont des pays qui ont des budgets bien moindres. Avant, un satellite, c'était en gros, c'était chaque État finançait ses satellites. Il y avait le CNES. Maintenant, on voit plein de startups se lancer et développer leur propre constellation satellitaire parce que tout d'un coup, c'est devenu abordable. Donc là, il y a vraiment le développement de la data accessible à tous et on franchit des barrières énormes pour réduire justement ce coût de la data qui permet aux pays émergents justement d'y accéder. Et ils vont pouvoir peut-être même prendre de l'avance par rapport à nous. Merci Julie. Ça sera la dernière intervention parce qu'on doit tenir les timings. Donc la discussion est terminée. Mes remerciements vont donc à mes invités, Sarah, Hélène, Julie, Catherine, Fadoua. Donc un grand merci. Aux organisateurs du CIDO, donc à Catherine Simon, là, que j'ai dans l'axe, et puis à vous, le public, merci d'être venus, pour votre implication et puis pour toutes ces belles questions. Et à bientôt.